Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, ne sont pas des États de droit dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et nous avons mis en place la CEI au départ, Commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles seulement. Et encore, dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. Et les rapporteurs viennent de l'opposition, tout de suite, quand ils entrent dans la CENI, ils font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc on n'a rien d'indépendant. C'est par là que la tricherie commence. Alors nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la dépolitisation de la CENI. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des urnes. Et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, qu'elle ne soit pas inféodée et parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en trois secrétariats. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Nous voulons rendre effectif les services audit internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser $1 milliard et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et nous devons aussi garantir le droit à la sécurité sociale au personnel de la CENI. Les personnels de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est 13 membres. Nous disons 23 membres. Comment? Nous avons une plénière. Vous avez 8 délégués des confessions religieuses. Ça, c'est un pays très religieux, spirituel. Et 99% des Congolais, plus que 99%, sont des croyants. Donc, nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est le mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez le Conseil supérieur de la magistrature, 1 délégué. L'Ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections,
2 délégués, et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16, et ces 16-là composent les bureaux. Au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien, il est recruté sur concours, appelle la candidature, et puis on le recrute. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Maintenant, nous avons le bureau. Comme je dis, le bureau, vous avez 8 délégués des confessions religieuses, 8 délégués des forces sociales et un rapporteur. Ça fait 17 membres du bureau. Les forces politiques vont avoir chacun 2 membres. Il y a eu 3 forces politiques. Ces 3 premiers, ça peut constituer la référence et chacun, par derrière lui, envoie 2 délégués au sein de la plénière de la CNI. Donc, la plénière a un rôle de contrôle, évaluation, contrôle. Le bureau n'est pas géré par un président inamovible, tout puissant, tout fort. Non. Le bureau est géré et dirigé à tour de rôle par les confessions religieuses. Les 8 confessions religieuses vont gérer les bureaux chacun pendant 3 mois. C'est une rotation, ça tourne. 3 mois, vous gérez et après, l'autre confession vient et ils vont s'organiser. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour encadrer la rotation. Après les bureaux, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le secrétariat exécutif national. Ça, c'est le cœur de la CENI. En 3 secrétariats, nous gardons un qu'on va continuer à appeler secrétariat exécutif national, un deuxième secrétariat national des opérations, chargé des opérations pour ceux qui étaient dans ce pays en 2005-2006 et même 2007. Rappelez-vous de ce qu'on a appelé BNO, Bureau national des opérations. C'était comme ça. La CEI était déconcentrée. Et chacun a ses responsabilités, chaque secrétariat a ses directions, et puis on travaille correctement. Et le secrétariat exécutif national qui reste va être en charge pour la gestion administrative de ce qu'on appelle les CEP, le secrétariat exécutif provinciaux. Il y en a 26. Et puis, sous ces secrétariats exécutifs provinciaux, vous avez les antennes, donc qui seront gérées. Et donc là, nous pensons que la CENI pourra être efficace. Et je le répète, ce que j'ai dit, c'est la fonctionnalisation. Avant, vous aviez des responsabilités attribuées au président, attribuées au vice-président, attribuées au rapporteur. C'était les 3 tout-puissants. Et les questions géraient l'argent pour arranger tout le monde. Non. Maintenant, nous allons passer dans le système des commissions. Nous créons 8 commissions. C'est là où se fait le travail. Vous avez la commission juridique, vous avez la commission inscription sur les listes, déroulement des scrutins, commission collecte des résultats, commission éducation civique et électorale, commission administrative et financière, commission logistique, recrutement et formation, et la dernière commission informatique et télécommunications. Tout se fait là, dans les commissions. Et ces commissions, à la tête de chaque commission, il y a un responsable d'une confession religieuse. Les sociétés modernes fonctionnent aujourd'hui comme ça, par la délégation d'autorité, par la fonctionnalisation, par les contrôles et pour s'assurer de l'efficacité. C'est depuis 2019, on parle de ça. Et c'est depuis 2019 que nous discutons, en tout cas avec les confessions religieuses, pour faire passer notre idée. Si j'ai encore une bonne mémoire, ça s'est passé le 24 août de l'année dernière. Quand vous prenez septembre, octobre, novembre, décembre,
janvier, février, mars aujourd'hui, nous avons perdu 7 mois. 7 mois. Cette initiative était mise en brèche par certaines personnes, je ne sais pas pourquoi. Ce qui nous attend aujourd'hui, c'est redresser ce pays qui est en train d'aller à volo. Ce pays que nous avons le 3 460 km, et aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe, l'insécurité est partout, les vols partout, et nous devons être capables de nous ressaisir. Quand nous étions à la conférence nationale souveraine, le cardinal Mosengo, alors Monseigneur, il répétait à chaque fois, « S'il vous plaît, mettons de côté nos différences. Mettons ensemble ce que nous avons en commun. Et nous allons réussir. » Oui, c'est possible. Nous sommes tenus, obligés de respecter dans les délais constitutionnels. Parce que, comme vous le savez, depuis le braquage électoral que nous avons connu en 2018, le pays ne fait que sombrer. Et nous devons souligner ici qu'ils sont très peu qui réfléchissent pour le pays. Là, les gens parlent, mais sans aucune proposition. Et aujourd'hui, nous étions très contents de suivre la proposition portant sur la réforme de la CENI. Et l'élément le plus important de cette réforme, c'est la dépolitisation de la CENI. Vous avez vu, à 3 reprises, disons, nous avons dû organiser les élections dans ce pays, et ce degré de politisation de la CENI n'a pas permis à la République d'avoir des institutions fortes. Et aux dernières élections organisées, tenant compte de ce qui s'est passé, du degré de la fraude, vous voyez aujourd'hui que rien ne marche, le pays est en train de sombrer. Et ça, c'est la continuité, le contenu même du plan de sortie de crise proposé par le président élu, M. Martin Fayoulou. Parce que les réformes pour nous constituent les préalables pour les élections. Ça permet à la République de corriger ce qui n'a pas marché aux élections précédentes et que nous puissions mettre les caps sur les prochaines élections. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que la dépolitisation de la CENI est une solution? Pourtant, nous savons que la CENI n'a jamais été dirigée par un politique. On a vu la dette Apollinaire Malou de la société civile, Ngoï Murunda de la société civile, Corneille Nanga de la société civile. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces gens, une fois là, ne seront pas manipulés par les politiques, même venant de la société civile? Je pense que dans cette proposition, l'AMUCA a pris de précautions. L'ancienne CENI avait une plénière de 13 et aujourd'hui, nous avons une proposition de 23. Donc, si le président de la CENI venait de la société civile, mais tous les restes, l'englober pratiquement, les manipuler politiquement. Et nous avons pris cette précaution-là pour que la société civile puisse diriger cette CENI. Et ça sera en termes de commission. Et les politiques n'auront peut-être que 6 postes. Évidemment, c'est une proposition, mais au moins, elle est mise sur la table pour améliorer la situation de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. On se demande s'il y a une société civile indépendante dans ces pays. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment avec les confessions religieuses. Est-ce qu'il y a une société civile véritablement indépendante dans ces pays? Nous disons oui, parce que si nous sommes allés aux élections de 2018, ce n'est pas parce qu'on avait une bonne constitution, parce que Kabila avait refusé d'organiser les élections en 2016. C'est grâce à nos évêques qui sont aussi de la société civile, à travers les dialogues de la CENCO. Les politiques se sont mis d'accord et nous sommes allés aux élections. Donc, nous devons croire aux potentialités qui existent en République démocratique du Congo. L'épisode de Ronsard Malonda ne vous dit absolument rien. Mais nous l'avons déjà dit. Regardez, Ronsard Malonda vient d'où? Il était un exécutif national. Et c'est là où toute la magouille de la CENI s'est passée. Donc, nous voulons tout simplement corriger. Évidemment, nous avons mis
la proposition des réformes sur la table, mais il appartient aux Congolais de l'amender. Ce n'est pas quelque chose où nous disons ça ou rien. Là où nous disons ça ou rien, ce sont les réformes que nous voulons comme préalable à l'organisation de prochaines élections. Pas les recensements que les gens sont en train de comparer avec les délais constitutionnels. Ça, c'est impensable et nous ne laisserons pas une seule minute à quelqu'un. Ça, nous l'insistons. Nous ne laisserons pas une seule minute à quelqu'un pour glisser. Et nous allons mobiliser le peuple pour ça. Merci.